Le cardio contre la précision, la lutte contre le pied-point, un petit stock contre un long élancé, tout les oppose. Ce samedi, ils s'affrontent à nouveau. Merab Dvalishvili cherche à défendre son titre une deuxième fois face à l'homme à qui il est allé l'arracher, Sean O'Malley. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue together. Yeah, bienvenue. 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 Sur Fight Mind. Yeah. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Edit it. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'intrigue dans cette revanche? Pour moi, ça va être les ajustements de Sean O'Malley. Voir un petit peu si... je pense qu'il a des ajustements à faire et j'espère qu'il va les faire et j'ai envie de voir ça. Clairement, je suis très très intéressé par ce combat parce qu'il est... Ouais, il reste, malgré qu'on ait eu un premier combat, il reste assez intriguant. Je suis 100% d'accord avec toi. J'avais exactement noté ça. C'est à quel point O'Malley aura fait des ajustements. C'est ça qui m'intrigue le plus. Et je suis quand même intéressé parce qu'en revoyant le combat, oui, c'est clairement à l'avantage de Dvalishvili, mais quelques ajustements pourraient changer vraiment la tournure de ce combat. Donc je suis plus intéressé que ce qu'on peut lire sur les réseaux. Le 316, clairement, il passe un peu sous les radars pour un pay-per-view. Et au final, moi, je le trouve assez intéressant. On va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Sean O'Malley occupe toujours la première place du ranking UFC et la deuxième du classement Fight Minds. Son palmarès s'élève à 18 victoires pour 2 défaites avec 10 remportées et les 2 perdues sous la bannière de l'UFC. Il a terminé 11 de ses adversaires par KO et 2 par soumission, soit 72% avant la limite. Le champion Merab Dvalishvili affiche un palmarès de 19-4 et est sur une série de 12 victoires après avoir perdu ses 2 premiers combats à l'UFC. The Machine est aussi considéré comme une decision machine avec 15 de ses 19 victoires par décision, soit 79%. Le champion mesure 1m78 et a une allonge de 1m73. Il est 12 cm plus petit que son challenger et a 10 cm de déficit d'allonge. Les statistiques corroborent l'opposition de style. En pied-point, Sean O'Malley a un plus haut volume, 6,70 contre 4,36, une meilleure précision à 61% contre 42% et une plus haute responsabilité défensive à 60% contre 56%. Du côté de la lutte, Merab réussit près de 2 amenés au sol par round avec 35% de succès, ce qui signifie qu'il en tente près de 6 par round. Cette activité sera une nouvelle fois testée face aux 61% de succès défensif en lutte pour Sean. En juillet 2022, Sean O'Malley et Pedro Munoz se sont quittés sur un no contest. L'Américain a ensuite été propulsé contre Petr Yan et l'a emporté à la décision partagée, ce qui l'a amené au titre où il met Aljamain Sterling KO. Il défend en prenant sa revanche sur Chito Vera et il perd ensuite son titre à la sphère contre Merab Dvalishvili. Ce dernier est sur sa série de 12 victoires consécutives, dont les 5 dernières sont des décisions unanimes sur l'ancien champion José Aldo en août 2022, l'ancien champion Petr Yan, l'ancien double champion Henry Cejudo, la prise de la ceinture à Sean O'Malley et sa première défense face à Umar Nurmagomedov en janvier de cette année. Alors, notre communauté a voté, 2000 votes, et on a 81% qui voient Merab conserver sa ceinture. Comme quoi, voilà, les gens pensent qu'il n'y a peut-être pas tant d'intrigue que ça. On va commencer par décrire du coup le challenger. Sean O'Malley, c'est un striker avec un large arsenal technique. Il a adapté son jeu à sa morphologie. Il gère très bien la distance et il est très très précis. Il a un bon jeu de feinte. Il a des très bons setups debout, dans le sens où il a l'œil et le nez pour le finish. Il peut tendre des pièges pour se créer des ouvertures ou pour exploiter des ouvertures en contre. Il est capable de combattre dans les 2 gardes. Comment est-ce que tu décrirais son style pour pouvoir l'approfondir? Je pense qu'il faut souligner qu'il est très grand pour la catégorie. Ça, c'est une de ses grandes particularités. Ses déplacements latéraux, je trouve qu'il est plutôt très bon pour pouvoir se déplacer après avoir frappé, ne pas rester en face. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est un combattant qui, du fait d'être vraiment longiligne, a une masse musculaire un peu moindre et donc beaucoup sujet aux blessures. Ce qui, pour moi, fait que ses performances ne sont pas toujours à la
porteur désespérance, entre guillemets. Ouais. Et en tout cas, là, il semble que sur son dernier combat, il était à nouveau blessé. Euh, donc voilà, je pense que il a un bon sol aussi, qui est pas, c'est pas un sol. Enfin voilà, toute proportion gardée, mais ça reste quand même un combattant qui a pu faire des compétitions en grappling et montrer qu'il était capable de bien se débrouiller au sol. Surtout dos, enfin voilà, vu sa morphologie, dos au sol, hein, bien évidemment, c'est pas un gars qui va en top position. Et, et je pense qu'au fur et à mesure, il va être capable de montrer qu'il est capable, ça fait 2 fois capable, il va être capable de gagner des combats à la décision, tu vois, et se détacher un petit peu de ce côté, je gagne en mettant KO uniquement. Donc, je suis assez aligné, ouais. Ouais, notamment sur ce dernier combat, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, alors, des moments effectivement où il cherchait le coup dur, mais je pense qu'il est pas loin, un petit peu sur la même ligne que McGregor sur le deuxième combat qu'il a eu avec Diaz, cette capacité à prendre les rounds et à l'emporter en prenant 3 rounds tout simplement sur les 5 qui lui sont proposés. Ouais, et ici, enfin, dans ce cas de figure, bon, on en parlera peut-être un peu plus au niveau du game plan, mais c'est être capable de scorer suffisamment debout pour que la lutte de contrôle de Merab ne prenne pas le dessus. En tout cas, sur 3 rounds, ce serait suffisant. Sean O'Malley a fait une interview et il a dit stratégiquement, dans ce combat, il faut que je prenne les 3 premiers rounds et pour les 2 derniers, il faut que je les gagne aussi. Et je trouvais ça assez marrant. On s'attendait à ce qu'ils disent, il faut que je survive, mais ouais. Alors, ça montre, c'est clair que la punchline est sympa. Mais au-delà de ça, tu vois, sur cette défaite, alors je sais que ça a été moqué, mais le fait qu'il pense que il prend des rounds, que pour lui, il se voit gagner, qu'il a le premier ou ce genre de choses, tu vois. Alors, j'entends que c'est pas réel. Mais il est pas en train de dire, j'étais à 2 doigts de le mettre KO, il s'en est fallu peu pour le mettre KO. Donc, il est quand même dans cette dynamique de prise de round pour gagner un combat. Et non pas, il a fui le combat, il voulait pas boxer avec moi, il avait peur que je le mette KO et de ne voir son salut que via le KO, tu vois. Ouais, et c'est vrai que c'est pour intéressant. Moi, déjà, ça reste intéressant et c'est un plus. En tout cas, je pense que c'est un combattant qui a un gros KO power, mais qui est en train de progressivement partir sur sa capacité à gagner des combats à la décision. Et dernier point, moi, pour O'Malley, en l'ayant analysé, je me suis fait cette réflexion que sa défense en grappling / en lutte dépend beaucoup de ses déplacements et de sa gestion de la distance. Il y a pas mal de combattants comme ça. On peut penser évidemment à Cyril Gane, où la complexité de les mettre sur leur dos réside dans la complexité à casser la distance. Mais par contre, une fois qu'on a accès aux hanches ou une fois qu'on est au corps à corps, là, le système défensif est pas incroyable. Il est inexistant même dans son cas. Ouais, c'est ça, quasi inexistant. Et on l'a déjà vu, ces combattants strikers anti-lutte, qu'on appelle anti-lutte, c'est des bons déplacements, beaucoup de single shots, beaucoup d'attaques dans l'axe, beaucoup d'exploitation de leur, soit allonge, soit de leur in and out. Voilà, en général, ces combattants-là, ils ont tellement développé un système, je peux pas me faire attraper, qu'ils n'ont pas spécialement beaucoup travaillé que dois-je faire quand je me fais attraper. Et on a vraiment cette impression avec O'Malley, c'est difficile de casser la distance, mais par contre, si tu réussis à casser la distance, ton amenée au sol, elle est relativement facile. Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, du côté de Merab Dvalishvili, pour reprendre ce que dit Tim Welch, le coach de Sean O'Malley, il se soucie pas du cardio. Il a un cardio infini et il se fatigue pas parce qu'il est en économie d'énergie. Il a juste un énorme cardio. C'est une pile électrique qui impose son rythme. Il est constamment dans l'action. Il use son adversaire. Il le fatigue. C'est très important dans son jeu pour moi. Il a un gros menton et un gros mental. Ça lui permet d'être un peu toujours dans cette zone, dans cette distance d'action où on peut le toucher. Il peut se faire toucher, mais il peut aussi toucher. Ça lui donne une certaine confiance dans son style de savoir qu'il peut encaisser et pas spécialement vaciller et pouvoir continuer à avancer. Ouais, alors sur son menton, moi je trouve que son style fait qu'il n'est pas réellement testé, tu vois. Parce que dans les frappes qu'il a pu prendre sur ce combat-là, il n'y a pas eu de grosses frappes avec une collision ou
où tu te dis, mais comment il a fait pour tenir debout? Il a pris des coups, sa tête est partie en arrière, mais il était plutôt en train de reculer. Donc, oui, je suis d'accord que c'est difficile de le faire vaciller. Mais pour autant, je pense, enfin, sur ce combat-là particulièrement, c'est pas tant le menton qui me paraît le plus important, tu vois. Ouais, contre Cerudo et contre Moraes, il prend quand même des grosses frappes sur des gros crochets notamment. Ouais. En tout cas, moi, je le définirais pas autour de son menton, hein. Pour moi, c'est pas. Et même sur son cardio. Alors oui, son cardio, il est incroyable, mais moi, c'est vraiment son style pour moi qui le définit. C'est voilà, c'est un style qui est très très particulier au MMA. Pour moi, il se situe vraiment dans la lisière de chaque discipline. C'est le lutteur qui boxe. Enfin voilà, il va lutter pour boxer, il va boxer pour lutter, il va envoyer des kicks comme ça, des moments. Enfin voilà, tu vois, au sol, il y a pas de. Il est dans la transition, il est pas dans le jiu-jitsu traditionnel et pur à vouloir passer les gardes. Il est vraiment dans toutes les lisières du MMA, dans les disciplines qu'on travaille entre guillemets peu, tu vois. Quand tu dis lisière du MMA, c'est que ce qui est propre au MMA. Voilà. Donc tu vas boxer pour pouvoir inclure ta lutte, tu vas lutter pour pouvoir inclure ta boxe, et au sol, tu vas travailler sur ce qui est spécifique au MMA, donc frapper pour transiter, feinter une transition pour pouvoir frapper, menacer rapidement une soumission pour prendre une meilleure position de contrôle, ce genre de choses. En gros, c'est comme si t'étais dans un club où le lundi tu as box style, le mercredi tu as grappling et le vendredi tu as lutte, et le mardi et jeudi tu fais que les transitions, tu vois. Ouais, lui, il vient que c'est le comme mardi et s'il jeudi. venait que à ces cours-là, quoi. Et donc mais pour moi c'est vraiment, enfin c'est pour ça que je le définis que via ce style-là, parce que bah c'est une des particularités du MMA d'être bon dans ces enchaînements, tu vois, dans cette lisière-là. Et lui, je trouve qu'il est excellent. Il est excellent pour pouvoir mettre au sol, frapper, quand ça se relève, ressortir, ne pas trop être touché, voilà. Et en tout cas sur ce combat-là, où il a été excellent, c'est de prendre des rounds grâce à sa lutte, tu vois. Ouais, Sa lutte, clairement. son ground and pound, et étouffé avec les frappes. Même les tentatives de soumission, elles sont, tu vois, il y a une guillotine qui tente au 3e, je pense, et pour mettre des genoux. Ouais. Et voilà, il va exploiter ce moment où tu as un adversaire qui cherche à se relever pour sortir de la guillotine. Lui, il l'utilise pour pouvoir frapper. Il n'y a pas de volonté de remettre au sol dans la guillotine avec un snap-down. Il n'y a pas de volonté de continuer sur la soumission, de bloquer sur la soumission. Il exploite vraiment tous ces moments particuliers du MMA. Ouais, c'est ça. Et effectivement, souvent quand tu es dans un département du MMA, les combattants vont rester dedans. Comme tu le dis, t'as une guillotine, le gars se relève, tu vas peut-être utiliser un snap-down pour revenir. Certains, comme Dustin Poirier, vont plutôt sauter la guillotine, ou certains vont lâcher pour re-shoot derrière. Lui, il va vraiment utiliser ça pour frapper, rester au clinch, ça sépare le clinch, et puis on est sur un reset, et il repart dans son style. Ouais. Donc bien évidemment, pour servir ce jeu-là, tu en as parlé, hein, il a un énorme cardio, mais je pense aussi, comme certains le disent, c'est que ce cardio-là, c'est parce qu'il ne fait pas tout à 100%. Comme il passe d'une sorte de discipline à une autre, qu'il n'est pas... on a vu le combat de Gamrot ce week-end, qu'il n'est pas focus pour représenter une seule discipline, tu vois. Et bien, ça lui permet de ne pas trop consommer d'énergie dans une dimension, qui passe à l'autre. Et par contre, pour l'autre, c'est un enfer. Ouais. C'est un enfer. On en parle souvent. Si t'es pas là pour arracher la tête de ton adversaire, tu vas pas envoyer tes frappes à 100%. Donc, tu vas dépenser moins d'énergie dans chacune de tes frappes comparé à ceux qui veulent tuer sur un coup. La lutte, pareil, il est pas en train de constamment être en train d'agripper et tout ça. C'est plutôt technique. Ça utilise de l'énergie, certes. Et puis, il y a un troisième élément, c'est sur son rythme. On combat sur son rythme à lui. Et donc, forcément, quand c'est toi qui prends les décisions majoritairement dans le combat, tu te fatigues moins. Ouais. Et puis, je pense que le dernier point, quand même, qu'on peut mettre, c'est son intelligence de combat. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est capable de comptabiliser les rounds, qui est capable de savoir s'il a pris ses rounds. Voilà, il l'a montré sur le dernier round face à O'Malley, dans sa manière de désengager, de survivre, entre guillemets,
au stab kick qui s'est pris, tu vois. Et, de savoir, en plus, à la fin, il savait qu'il avait gagné, tu vois. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question. Mhm. Il n'y avait pas de question à avoir. Tu aurais pu en avoir hein, avec certaines victoires de Sean O'Malley, entre guillemets, tu vois. Donc là, il n'avait pas de question. Donc voilà. Donc je pense qu'il a une très bonne intelligence de combat. Ouais, c'est bien qu'on en parle parce que moi j'avais je sais pas, il a une attitude assez spéciale dans la cage. Tu vois qu'il kiffe. Tu vois qu'il est en kiff quand il combat. Il va sourire, il va de temps en temps faire un petit touch glove en plein milieu. Il peut être jouette, tu vois, à faire des comme ça ou des comme ça ou des bisous dans le cou. Ah ouais, tu vois, il y a ce côté un peu fun. Je prends mon pied, je kiffe. Mais comme tu l'as dit, il y a ce contraste avec je suis concentré sur ma victoire. Tu vois, généralement, ça va pas très bien ensemble, les deux éléments. Et là, je pense que chez lui, ça a une certaine complémentarité, ou en tout cas, ça fonctionne bien ensemble. Tu vois qu'il kiffe son moment. Il a pas peur de jouer un peu avec le public, jouer un peu avec son adversaire. Mais ça ne l'empêche pas d'être concentré sur ce qu'il doit faire pour remporter le combat. Ouais, c'est étonnant. Hein. Et même d'être sorti du combat comme ça a été au tout début du round. Du premier round, avec l'interaction avec le coach, ouais. Avec le coach adverse, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et en fait, je pense qu'il est à l'aise, ouais, comme s'il était à l'entraînement, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait vraiment penser à ça. Ouais. C'est même pas qu'il est hors du combat, c'est il est à l'entraînement, il y a un truc et puis il se remet dedans, il y a pas besoin de faire je sais pas moi, pour lui de genre de prépa mentale, de trucs, de se faire une montagne là-dessus. Il vient pour combattre. Et il y a un truc qui lui plaît pas dans le public, il va le dire, ou dans le coin, il va le dire, et ça ne le sort pas pour autant du combat, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, moi, j'ai une théorie là-dessus qui va dans ce sens-là, et en plus qui pourrait justifier son cardio illimité. En fait, Merab, c'est encore un enfant. Et je dis pas ça méchamment, tu vois, c'est encore un gamin. Quand tu regardes ses vidéos, il va grimper dans des arbres, il va sauter sur des lacs gelés, ce genre de trucs. C'est encore un gamin dans sa tête. Et pour faire la comparaison avec un petit échantillon, moi-même, quand je faisais du foot, quand j'étais gamin, à 12-13 ans, j'étais considéré comme un gamin qui fatiguait jamais. Je courais partout parce qu'en fait, je me rappelle de mon mindset, c'est tu réfléchis pas à l'économie d'énergie. T'as pas de la fatigue dans les jambes, donc t'es pas en train de dire il reste 10 minutes, je suis fatigué dans les jambes. Ouais, cette accélération là, je la fais pas. Non, t'as besoin. Enfin, tu considères que t'es là et tu dois être là, tu fais la transition. Et je pense que comme lui, il est encore un peu enfant dans sa tête. Il y a pas ces réflexions de je fatigue là ou non. Il est juste en train de kiffer son moment et de se dire là il faut que j'accélère, là il faut que je fasse ça, là il faut que je fasse ça. Et donc il a pas le temps de réfléchir à tiens t'es un peu fatigué là. Ouais, t'as raison. Hein, son style de vie en tout cas, de ce qu'il nous présente sur Instagram. Je trouve que ça représente plutôt bien son jeu de combat aussi, ouais, tu as raison. Voilà, donc c'est un enfant, mais très, très dangereux. Ici, pour ce combat, je pense qu'il y a peut-être deux facteurs X dont on peut discuter. Donc le premier, c'est l'orteil de Dvalishvili. Voilà, je sais pas à quel point c'est un facteur X, parce qu'on a l'impression qu'il combat toujours avec une blessure. Ouais, je suis assez d'accord. C'est le petit doigt de pied, c'est pas ça, non? Ouais, le pinky toe en anglais. Donc le petit orteil, ouais, le petit doigt du pied. Ouais. Ouais, pour les appuis, c'est pas terrible. Ça va peut-être un peu moins l'inquiéter peut-être pour les kicks. C'était il y a combien de temps? C'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. 10 jours? Une semaine, 10 jours, un truc comme ça? Ouais, aucune idée. Effectivement, c'est un facteur X. Après, voilà, une fois que tu es au sol, ton petit doigt de pied, même pour une bonne flûte, on n'a pas besoin, tu vois. Je le savais. Oui, ça reste un facteur X quand même. Ça reste un facteur X, on l'a vu, il se déplace quand même beaucoup. Il aime bien sautiller, il en aura besoin quand même de pouvoir se déplacer sur ce combat. Ça pourrait vouloir le pousser à être un petit peu moins généreux debout et aller chercher beaucoup plus le sol. Et on pourrait vraiment avoir un combat où il se rend la tâche un peu plus simple que le premier, tu vois. Ouais. Peut-être en prenant légèrement plus de risques à casser la distance, mais peut-être qu'il aurait une meilleure compréhension du jeu de Sean O'Malley et il réussira plus facilement à le mettre au sol. Ouais, il y a eu quelques amenés au sol très faciles dans le 3e et 4e round de leur premier combat, je trouve. Et effectivement, s'il est plus proactif ou encore plus à la recherche ou plus entreprenant dans la recherche de mise au sol, ça peut être bénéfique pour lui. Donc là, de nouveau, on est sur un facteur X qui peut pencher d'un côté comme de l'autre. Et par rapport aux blessures, c'est toujours la même chose. On connaît une blessure de Dvalishvili. Rien ne nous dit que Sean O'Malley a pas l'une ou l'autre blessure, sauf qu'il n'a pas communiqué dessus.
tout Oui, bien simplement. sûr. On sait qu'il est déjà rentré dans la cage avec des blessures, lui aussi, ou qu'il a déjà fait des camps partiellement blessés. Donc voilà, c'est juste que celle-là est publique. Le deuxième facteur X dont on peut parler, c'est l'excuse du coach de Sean O'Malley. Ça pourrait poser question, tu vois, de les La lumières lumière. à la sphère. Ouais. Bah, dans ce cas-là, oui, bah, on peut reprendre un petit peu toutes les excuses du côté Sean O'Malley, tu vois. Donc, il y a la blessure à la hanche, il y a les spotlights, là, les lumières qui éblouissaient apparemment. Écoute, ouais. Ouais, bah, en fait, on Sur- en a déjà parlé, tu vois, c'est toujours faire la Sur la distinction entre excuses et raisons. Et en fait, si Ouais. tu te caches uniquement derrière des excuses avant une revanche, à quel point Ouais, est-ce que tu c'est- es allé c'est- dans la remise en question de ce que tu dois faire qui est en ton contrôle pour ajuster ton jeu pour pouvoir gagner. Parce que là, si tu te caches derrière, ouais, j'ai juste perdu à cause des lumières, ça veut dire que tu vas revenir dans la cage avec exactement la même stratégie qu'au 1. Ouais, non, Et t'as raison. voilà. Ça peut Non, poser tu as question. raison. Maintenant, encore une fois, interview publique versus l'introspection que tu fais réellement en privé, il y a souvent Moi, une je pense, distance. ouais. Moi, je pense que sur le facteur X, je pense plutôt que la blessure a eu un impact plus important. Et Sean O'Malley a dit comme ça qu'il n'a pas pu réellement s'entraîner au sol. Je pense pas que c'est au niveau du sol qu'il y avait un gros travail à faire, mais je pense que peut-être il a dû moins s'entraîner. Et j'ai trouvé son cardio un peu moins bon que d'habitude, entre guillemets. Hein. Ouais. Donc, Encore une fois, on n'était donc- pas spécialement sur son rythme, mais c'est vrai qu'il semblait un peu plus vite fatigué. Ceci étant dit, le meilleur moment du combat pour Sean O'Malley, c'est la fin. Oui, tout à fait. Le 3, pour moi, c'est ouais. Premier round, 3 et 5 pour moi, où il y Ouais, a 1, le 3, plus 5. de trucs. 1, 3, 5, où il y a le plus de choses intéressantes pour lui et, et d'informations qui lui permettront peut-être de gagner la revanche. Tu vois. Ah bah justement, on va parler de la stratégie et l'approche à prendre pour Sean O'Malley. Parlons de l'approche générale, mais aussi des ajustements les plus intéressants à faire entre ce qui s'est passé en septembre et maintenant. Ah bah alors ouais, déjà hein, pour tous ceux qui n'ont pas vu leur premier affrontement, je pense que c'est essentiel de le regarder à nouveau, de se remettre un petit peu en tête le combat que c'était. C'était pas une surdomination, hein, comme certains auraient pu s'y attendre, ou certains souhaitent le laisser penser. On a un premier round qui est pris nettement, on va dire, mais enfin facile à scorer, mais qui est pas non plus un 18. Donc on a quand même beaucoup de belles choses qui sont faites par Sean O'Malley debout et deux takedowns qui permettent de pouvoir l'emporter, mais c'était pas non plus pour moi un takedown près, ça pouvait être serré quand même, non? Ouais, je suis d'accord. Debout, c'était plutôt bien du côté de Sean O'Malley. Le deuxième, bon bah voilà, il y a une mise au sol, il y a un contrôle, il y a des frappes, là Sean O'Malley n'existe pas. On va dire que les deux rounds les plus nets pour les deux rounds les plus nets emportés par Dvalishvili, c'est le 2 et le 4, c'est ça? Ouais. 2 et 4, ouais. 2 et 4. Et ça va au sol, et c'est avec du ground and pound, du contrôle, ce qu'on appelle du riding, il est au-dessus. Donc ça, voilà, t'as pas beaucoup d'informations, c'est le genre de round que tu... voilà, où il n'y a pas grand-chose. Ouais. Le troisième round, il y a deux juges qui le donnent à Sean O'Malley, un juge qui le donne à Dvalishvili. Moi, personnellement, je comprends qu'on soit un petit peu Indécis. entre les deux, indécis. Ouais. Donc c'est un round où je me suis pas positionné. En revoyant le combat, je me suis pas dit tiens, je le donne à un tel ou un tel. Je dis les deux ont des arguments. Les juges ont scoré pour Sean O'Malley. Bon bah, j'ai pas trop de problème à ça. Et le 5, comme tu l'as dit, il est indiscutable. Ouais. Pour moi, ce que je vois dans ce combat-là pour Sean O'Malley, le principal problème, c'était, enfin, c'est pas un problème, hein. Où il a excellé et où il a eu des défauts, c'est dans ses déplacements, et tu en as parlé au tout début. Ouais. Et ces déplacements, à un moment donné, où il se fait mettre au sol, c'est quand il arrête de se déplacer, quand il vient ce qu'on appelle un flat foot. Ouais. Donc, il reste droit, il cherche, je n'ai pas envie de dire le coup dur, tu vois, mais il est plus dans ce qu'on appelle le flow, les déplacements, toucher, repartir, etc. Et ça a été son gros défaut. Et chaque mise au sol, juste avant, soit il y a un surengagement dans la frappe, ouais, soit il y a une absence de déplacement après un 1-2, par exemple. Ouais.
qui ont été exploités. Pour autant, les moments où il a été le plus performant, c'est dans ses déplacements latéraux. Il va envoyer son bras arrière, puis partir sur moi ce que j'appelle un V-step inversé, donc il fait la forme d'un V avec ses jambes pour pouvoir changer de garde, renvoyer un 2, repartir de l'autre côté. Ça fonctionnait très très bien. Et puis dans les changements de garde aussi, et puis il va toucher, il va repartir. Mhm. Le deuxième truc, moi j'ai trouvé très très bon, et j'étais étonné parce que j'ai eu des échos comme quoi c'était pas le cas, mais c'est sur le travail qu'il a fait au corps. Ouais, 100%. Et ça, pour moi, il doit gravement augmenter ce curseur dans le prochain combat. C'est compliqué de faire mieux. Hein. Il est à 48% Attends. Striking, significant striking, 48% au corps, 46% à la tête, 4% aux jambes. Ça fait 23 frappes qui ont touché au corps. Ça fait une par minute. Mais c'est déjà beaucoup hein, comme ratio quand même. T'as plus de frappes au corps que de frappes à la tête. Ouais. Entre guillemets. Hein. Après, alors, de lancer, on est à 30 on va dire. De lancer au corps en comptant les jambes, on est à 41 frappes et contre 48 à la tête. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, alors le principal problème que j'y vois moi dans ces frappes au corps, c'est qu'il cherchait beaucoup le cross au corps. Mm-hmm. Ça lui permettait de toucher, mais ça n'avait pas l'impact du stab kick qu'il met au 5e, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pas augmenter le volume, mais en tout cas changer les techniques que tu envoies au corps. Alors. Voilà, je pense. Ouais. Mm-hmm. Donc ce cross au corps, il est clairement là pour setup un cross à la tête. Donc tu vas envoyer 2-3 frappes au corps, puis quand la garde commence à descendre, tu envoies à la tête. C'est un basique, un classique, quoi. Ouais. Mais il a pas pris quoi. le setup, en tout cas de Dvalishvili, s'est pas fait avoir sur cette combinaison. Hein. Non, là où il pouvait se faire avoir, c'était dans le 5e. Tu vois, si tu mets ce 5e round au 3e round, ben, sur les 2 derniers, il y a peut-être moyen de créer un setup à partir de ce snap kick. Ah oui, par contre le snap, non, c'est comment stab. tu l'appelles ? Stab, Ouais. stab kick. Ouais. Ouais, ou le type, hein, comme vous préférez, mais stab c'est vraiment tu plantes, tu ressors, tu vois. Ouais. Et ouais, ça par contre, il l'a quasi pas utilisé dans tous ses dans tous ses rounds. Peut-être aussi lié à la blessure à la hanche, parce que bah forcément, hein, quand tu dois kicker. Alors là, le truc qu'il a, je me rappelle plus exactement, mais c'est une sorte d'inflammation ou J'ai pas les détails non plus, mais ouais, voilà, en tout cas c'était gênant pour lui pendant 3 semaines. Je pense qu'il a pas pu lutter à l'entraînement. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc. Forcément, votre hanche, envoyer des kicks quand ta hanche elle est inflammée, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et donc on pourrait avoir ce retour-là en tout cas. Ouais, parce qu'en plus c'est marrant, je suis allé revoir mes notes pour leur premier affrontement et j'avais noté que Sean O'Malley avait des super bons front kick ou snap kick ou stab kick. J'en avais parlé, c'était un très bon setup, hein, c'est ça qui lui permet de mettre KO O'Malley, Sterling et je sais plus qui d'autre, mais voilà, ça peut servir aussi de setup pour lui. Donc là, connaissant O'Malley, il va peut-être travailler là-dessus, puis chercher un virgule kick à partir de ça. C'est le genre de choses qu'il pourrait faire dans ce combat. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment, en tout cas sur le travail au corps, ça va être vraiment, comme tu l'as dit, changer les armes, peut-être utiliser aussi son jab, ce qu'il a peu fait. Ouais. Avec le jab au corps, que ce soit dans une garde ou dans l'autre, hein. Parce que là, il se mettait en droitier pour envoyer son cross, mais rien ne l'empêche de pouvoir se mettre en gaucher et d'envoyer son jab, donc toujours le même point, parce que ça touchait au niveau du corps, mais ça permet de pouvoir avoir un angle un peu plus fermé pour éviter la lutte, tout simplement. Quand tu vas être en gaucher, tu as une meilleure visibilité des entrées en lutte. Et alors, il y a un autre truc, moi, que j'avais noté, au-delà de ça, c'est, je pense, à partir du 4e, où il a beaucoup plus utilisé les shifts. Ouais, il y a un moment où il commence à beaucoup travailler sur des combinaisons en avançant et en créant un angle en plus. Et voilà. ça lui a permis d'avoir des belles ouvertures en pied-point. Ouais, et donc ce shift-là, c'est le shift avec... alors, il l'utilisait, si vous vous rappelez bien, il y a eu un très beau genou qui est passé au fin du 4e round. Non, fin du 3e round, je pense. Mm-hmm. Un genou à la tête, là, il remonte comme un uppercut son genou, ce qui peut inquiéter, et donc on a une réaction défensive où Dvalishvili va mettre son menton à la fenêtre, entre guillemets, puis reculer parce qu'il n'est pas en position de pouvoir contre-attaquer, et donc après ce genou-là,
on a O'Malley qui change de garde, parce qu'il y a un recul, il fait un shift, donc il change de garde en avançant, et il envoie son bras gauche qui devient le point arrière, et ça, il le touche, je pense, 2 fois, deux belles fois. Donc les shifts, je pense que ça pourrait réapparaître dans les derniers rounds, peut-être pas au premier, parce qu'on a vu quand même un Dvalishvili qui mettait quand même pas mal de pression. Ouais. Mais ça fait partie aussi des armes qui ont bien fonctionné, et qui se combineront très très bien avec une droite, avec le travail au corps en stab kick, ou alors les middle ou les high kick en garde ouverte. Ouais, et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le genou remontant et le stab kick, c'est que c'est vraiment des informations dans le tunnel du lutteur, donc ça peut être des armes qui sont très intéressantes pour empêcher ou rendre hésitant ton adversaire lutteur à venir casser la distance. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est du côté de Sean O'Malley. Je pense aussi que sur le volume, plutôt que le coup dur, on a eu quand même des moments où il a cherché le coup dur, et il y a un takedown qui est vraiment donné. Qui résume. Il est donné. Ouais, bon, après voilà, ça reste le haut niveau. La moindre erreur, elle est exploitée, mais il va casser la distance sur un jab. On a un Sean O'Malley qui était déjà en train de mettre de la pression avec tout le poids vers l'avant. Il casse la distance pour envoyer un gros bras arrière. Merab qui mettait la pression. Ouais, c'est Merab qui met la pression. Donc parce que tu as dit Sean O'Malley. Ah, excusez-moi. Ouais, Merab qui met la pression. Donc, quand vous avez quelqu'un avec la tête vraiment en avant, c'est pas réellement le bon moment de casser la distance pour envoyer une grosse patate, quoi. C'est le moment où lui, il va faire un duck, il va plonger et il va attraper les jambes, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, surtout qu'il part un peu sur un crossover end comme ça. Ouais, c'est une sorte de crochet bras arrière, tu vois. Ouais. Et si vous revoyez, en tout cas, moi j'ai remis au ralenti, oui, comme tu l'as dit, c'est donné, c'est-à-dire qu'il y a quasi rien à faire pour Dvalishvili. Il a juste à se baisser, attraper les jambes, tourner et mettre au sol, quoi. Ouais, en gros, un genre d'overhand contre quelqu'un de plus petit qui, en plus de ça, se met vers le bas, que tu surengages, donc ta hanche, elle va bouger vers ton adversaire. C'est un takedown réactif cadeau, quoi. À la limite, s'il fait ça avec un uppercut, tu peux l'entendre. Oui. Tu peux l'entendre, ouais. Mais vu comment il est long, à quel moment t'as un jab qui est pas avec un bras tendu quasiment, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ou alors il faut qu'il utilise ses coudes peut-être, tu vois? Ce genre de choses. J'y ai pensé, mais O'Malley l'utilise pas beaucoup, hein. Ça fait pas partie de son jeu, j'ai l'impression. Vous verrez, il y a plein de phases de lutte où on aurait pu s'attendre à un coup de coude retourné. Il a jamais fait, quoi. C'est vrai qu'il a un arsenal ultra développé. Il a des spinning back kick, spinning wheel kick dans son jeu. Mais non, les coudes, il n'y a pas du tout. Vous regarderez, parce qu'on a eu le combattant là, qui a gagné il n'y a pas longtemps, qui avait battu un gars avec un coup de coude retourné. Tu te rappelles? Il a fait le main event. C'était contre... je sais plus, ça va revenir. Mais bon, on a régulièrement O'Malley qui défend donc la lutte en attaquant le grip de l'adversaire, donc il se tourne tout simplement. Et puis quand le grip est arrivé, il se retourne pour refaire face. Ouais. Il l'a fait dans le premier. Mais à ces moments-là, tu as la possibilité d'envoyer des coudes arrière, tu vois. Et ça, il y a 2 moments où il aurait pu le faire, il le fait pas. Et ça montre vraiment que enfin, je sais pas, même quand tu travailles peu tes coudes, c'est assez un peu instinctif, quoi. Ouais. Mais alors lui, c'est en dehors de son arsenal. Est-ce que c'est parce que tellement il travaille sur gérer les combats à longue distance qu'il n'en oublie possible. Parce que même ses genoux, tu vois, les genoux remontants, celui qui met contre Chito Vera ou celui qui met ici contre Merab, ça vient de loin, tu vois, c'est une arme à distance, tu vois, c'est pas une arme de clinch. Enfin, il utilise son genou pas comme une arme de clinch, mais comme une arme à la semi-shield en kickboxing, quoi. Vraiment l'arme de grand, quoi. Ouais, on a vraiment un combattant qui fait plutôt de la boxe anglaise, quoi. De la boxe anglaise, et il a rajouté du kickboxing, un peu américain. Je pense qu'il a, dans sa carrière, ça devait être ça. Mais alors, l'utilisation des genoux, elle est là, hein, bien évidemment. Mais c'est clairement pas de l'utilisation de genoux type boxe taille. Et alors, l'utilisation des coudes, vraiment quasi inexistante. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y avait quand même... Ça pourrait être des choses qu'on voit apparaître, hein, à un moment donné. Et je pense qu'ils ont regardé le combat de long en large, ils se sont dit, là, purée, le coup de coude, il serait passé, tu vois. C'est ça, en fait. Je pense qu'il a pas encore été beaucoup challengé dans sa carrière avec des gars qui arrivent à casser la distance ou à venir faire du dirty boxing ou à venir proche de lui. Donc, il n'a pas développé ses armes. Et ça pourrait être une grosse amélioration de son jeu, même si tu n'as pas envie d'en faire quelque chose que tu vas chercher dans le combat. Non. Dans certains combats, tu vas être dans ces situations où juste l'utiliser une fois, l'exploiter une fois, ça peut
te permettre à nouveau de regérer le combat à distance. Ah, voilà, juste pour revenir, c'est Michael Morales qui avait mis le coup de coude au clinch contre Neil Magny, tu te rappelles? Ouais. C'est pas grand-chose, hein. Enfin, cette situation-là, elle est complètement reproductible et elle est efficace, hein, la preuve par Michael Morales. C'est clair. Du côté de Merab, est-ce que lui, il doit plutôt anticiper les ajustements de Sean O'Malley ou il a assez d'amélioration pour se donner une victoire peut-être plus aisée que la première fois? Effectivement, quand tu regardes la scorecard, tu vois quand même 2 fois 48-47. Donc moi, quand je vois ça à la place de Merab, je me dis, il faut que je mette en place certains éléments pour pas me retrouver dans une situation où je gagne d'un seul round. Oui, je pense que Merab doit quand même se dire que cette victoire, il doit vraiment partir du principe que cette victoire n'était pas aussi facile que ça, quoi. Ouais. Ça fait un peu penser, tu sais quoi, à Belal Mohamed contre Leon Edwards. Dans notre tête, c'était genre, il lui a roulé dessus et tout. Et en fait, Ouais. quand tu revois le combat, tu dis, au final, c'est un 48-47, quoi. Non, c'est vrai. C'est toujours, c'est étonnant comme le cerveau humain a tendance à. Enfin voilà, on l'a déjà dit, hein, une fois que tu as une victoire, peu importe la victoire, les gens ils retiendront juste que tu as gagné et que l'autre, en gros, t'es fort et l'autre c'est une merde, tu vois. Et c'est un peu ça le principe, hein. Ouais, Et, clairement. Surtout en France. Non, c'est parce non. qu'on n'est pas assez sur les Je autres rigole, pays, c'est mais je suis partout, c'est persuadé partout. que c'est purement humain enfin voilà, tu te délestes d'informations. On a beaucoup d'informations à gérer toute la journée, donc tu vas sur le plus basique et le plus simple, tu vois. Ouais, tu simplifies ce que Tu simplifies tout, ouais. ouais, ce que tu dois retenir, ouais. Et donc, pour Merab, je pense sincèrement qu'il doit se dire, franchement, j'aurais pas eu ce takedown au premier round, il aurait pu me voler le premier round sur 3 jabs au corps, et je me serais fait prendre le combat où j'ai surdominé certains rounds, où je l'ai laissé peut-être un petit peu trop d'espace sur d'autres rounds, et voilà, on aurait une décision à la Peterian où ça aurait discuté, on aurait dit mais c'est pas possible, c'est pas le meilleur combattant qui a été le bras levé, tu vois. Ouais. Donc il doit vraiment arriver et se dire je dois refaire mon 2 et mon 4 mais sur 3 rounds clairs, et quitte à courir sur les autres rounds, peu importe, tu vois. Ouais. Mais je dois absolument que ce soit indiscutable. Ouais. Et je pense idéalement qu'il doit faire ça sur le 1, 2, 3. Ouais, mais quand tu vois le 5, moi je serais pas rassuré. Mais quand en fait, il s'il te reste le fait, 37 secondes, que tu regardes le timer en te disant oh purée, il faut que je survive encore ce temps-là. ouais, mais si tu le fais, s'il le fait vraiment bien, s'il le fait en mode ma manière de gagner 1, 2, 3 va vraiment fatiguer Sean O'Malley, il y a des chances que 4 et 5, il se retrouve pas dans une situation où il s'est salement touché le corps. Moi, j'ai trouvé Sean O'Malley très performant dans la fatigue pour autant. C'est vrai. C'est vrai. Très performant, et je trouvais qu'il tapait encore fort. Je pense qu'il a manqué un petit peu encore de déplacement, de recherche. Voilà, il a cherché des gros high kicks, tu vois, par exemple, au 5e round. Il y avait de la puissance. Et voilà, à un moment donné, tu es au 5e round, tu lances ta jambe pleine balle, tu le vois arriver la jambe. Donc, on avait une défense à 100% de Dvalishvili qui reculait en plus pour absorber, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un ajustement dont on a un peu parlé, mais on l'a pas vraiment solidifié pour le game plan de O'Malley. C'est chercher à toucher. T'as un peu parlé de plus le volume, mais pas spécialement l'intensité, mais voilà, pas se fatiguer dans l'intensité. Encore une fois, j'en ai parlé pour moi. Dvalishvili est très difficile à finir. Si tu veux le finaliser, il faut qu'il soit inconscient, et c'est très difficile de le rendre inconscient. Donc quand tu rentres dans une cage contre quelqu'un comme lui, comme tu l'as dit aussi très tôt dans le podcast, O'Malley semble être conscient que il n'a pas que le KO comme chemin de victoire. Il a aussi la décision. Et dans cette optique-là, effectivement, moins surengagé, moins chercher à arracher une tête, mais plus chercher juste à toucher, favoriser la précision et la vitesse plutôt que la puissance. Ouais, et puis je pense que, tu vois, Dvalishvili, ça va être très difficile, voire quasi impossible, de l'éteindre en un coup. Ouais. Et quand bien même, pour moi, ce serait la mauvaise solution pour Sean O'Malley de penser qu'il va l'éteindre en un coup. Ça veut dire que pour l'éteindre en un coup, il faut qu'on ait un Dvalishvili qui rentre, il faut que lui tape suffisamment fort pour que la collision soit suffisamment importante pour casser ce menton qui, tu l'as dit, est solide, tu vois. Par contre, c'est quelqu'un, je pense, qui est possible d'assommer progressivement, de toucher sur les parties sensibles, d'envoyer des jabs, beaucoup d'informations, d'être frappé, d'avoir des déplacements sur le côté, un finish comme comment il s'appelle, tu vois, genre McGregor,
on dit qu'il tape fort, mais il a pas de KO où ça tombe et le gars est inconscient. C'est souvent des KO où il assomme une fois, Sauf deux Aldo, fois, quoi. 3 fois. Sauf Aldo, ouais. Mais Aldo, encore une fois, il se jette, il y a Voilà. une vraie Il collision. surengage, oui, Ouais. ouais. Et il y a une vraie frappe, il y a un menton qui est pris et tout. Mais je pense sincèrement que si on revient sur Dvalishvili, sur les rounds qu'il doit prendre, moi j'aurais tendance à, à faire la même chose qu'il a fait sur le premier round, pas prendre trop de risques. S'il réussit à voler le premier round sur un takedown et des dégâts, c'est déjà ça de prix. Ouais. Mais sans vouloir absolument le premier round. Par contre, je pense qu'il est capable de prendre le 2, le 3. Pourquoi pas prendre un round un peu de repos au 4, comme pouvait le faire Khabib. Nurmagomedov, Mhm. et de prendre ce 5e round clairement, tu vois. En mettant au sol, en poussant... enfin voilà, en pariant aussi sur le fait que Sean O'Malley va sûrement vouloir surengager ses frappes pour rattraper le retard, tu vois. Ouais. Si tu as 2-2 dans le 5e, il n'y a pas de retard à prendre. Tu dois juste prendre le 5e. Ouais, mais après, tu peux avoir aussi... tu mets une fois au sol, avoir quelqu'un Ouais, qui c'est va ça. surengager son Oui. grappling pour pouvoir se relever, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à Et fait. exploiter tout ça. Hein. Ouais. Ouais. Bah, je Et suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, du côté Alors, de Merab, mais et ça, c'est aussi ouais, mettre la pression. Mais ça, c'est la grande ligne. Ça, c'est la grande ligne du game plan. Mais je pense que Dvalishvili a aussi beaucoup d'informations pour trouver peut-être un finish, hein, tout simplement. Au sol, avec un étranglement arrière. J'aimerais vraiment bien le voir commencer à prendre des soumissions aussi. Hein. Ouais, bah écoute, là, dans ce combat-là, il a sauté une guillotine dans le premier. Il avait la guillotine, mais il a choisi les genoux dedans. Et puis, il a fait un lock sur une darse, tu Une vois. darse, ouais. Ouais. Bah, tu sens qu'il n'a pas envie d'utiliser... on en avait parlé, tu vois. Dans ses frappes, il frappe pas à 100%. Et dans ses soumissions, il les cherche pas réellement. Donc, il se fatigue pas avec Ouais, ça. mais est-ce qu'elles sont réellement bien placées? Moi, la darse, je la trouvais mal engagée, tu moi, vois. ma question, c'est est-ce qu'il les bosse même à l'entraînement, tu vois. C'est ça le truc. Il s'est tellement spécialisé dans gagner les rounds que je me pose la question sur à quel point à l'entraînement, il travaille sur finaliser une soumission. Donc c'est pour ça que là, on est sur le game plan. Moi, je te dis les grandes lignes, mais c'est clair que en préparation, j'aimerais qu'il ait bossé un petit peu ses finishes, tout simplement. Ouais. Parce que je le vois, en tout cas, et on a quand même 3 occasions où il aurait pu étrangler ce Sean O'Malley. Et c'est pas grand-chose. Hein. Enfin voilà, c'est pas une blue belt. Ça veut dire qu'il bosse sur ça, il fait appel à des spécialistes et il fait les ajustements. On l'a vu, il est capable dans la cage d'être tellement à l'aise comme à l'entraînement qu'il peut reproduire ce qu'il a travaillé. Ouais, c'est quelque chose Donc, qui peut travailler sur son camp d'entraînement et qui lui permettrait d'aller chercher un finish. Ah ouais, stratégiquement, je pense qu'il peut rajouter des tentatives de soumission et gagner par soumission. Ouais. En tout cas, moi, en tant que coach, c'est ce que je lui dirais, quoi. Mm-hmm. La trame générale, elle est là, sur les rounds à prendre, sur comment le faire et tout. Maintenant, par contre, on peut se faciliter la vie. On va bosser sur la darse. On va, par exemple, refaire la même darse qu'a fait Islam, de bosser là-dessus. Donc, ça sous-entend moins surengager son bras et travailler chercher le milieu différemment. d'avant-bras, ouais. Voilà, tu vois. Bosser là-dessus. Ouais, il y en a pas mal, moi, je vois à l'entraînement qui l'ont testé et ça fonctionne, tu vois. Donc, ouais. Et en plus, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que tu te dis, quand tu regardes leur premier combat, tu te dis, bah en fait, j'étais à l'aise. Et puis dans le 5e, j'ai failli me faire salement surprendre et presque finaliser. Donc, tu peux partir du principe qu'il y a un danger constant tant que le combat est en cours. Et donc, du côté de Merab, le meilleur chemin serait peut-être d'arrêter le combat, de le finaliser avant d'arriver au 5e round. Ouais. Et en tout cas, il a montré le combat d'avant a exposé les réactions de Sean O'Malley, et à partir de ces réactions-là, il est possible de pouvoir avoir une stratégie de finish, peut-être pas par guillotine, mais par anaconda, par darse. Ouais. Guillotine, elle me semble... Guillotine, je suis pas méga fan non plus. Elle me semble plus compliquée à terminer, tu vois. Ouais. Mais une darse, je pense qu'elle peut passer, clairement. Ouais. Je voulais peut-être faire une comparaison, mais sinon ça va devenir trop long le game plan. Mais en voyant le 5e round, ça m'a fait penser à McGregor contre Chad Mendes, tu vois. Ouais. Donc mettre la pression, mettre les front kicks du côté de
Sean O'Malley. Ça peut être une stratégie aussi de pas avoir peur d'aller dans l'intensité, même si l'adversaire est réputé pour avoir un cardio infini, te fatiguer, le fatiguer. Au final, McGregor contre Mendes, ils étaient tous les deux très fatigués très tôt. Et comme tu l'as dit, Sean O'Malley, il a été bon, il a été performant dans la fatigue. Ouais. McGregor aussi, ça a été un striker qui a été plus performant que le lutteur dans la fatigue, ce qui est relativement rare. Et ça peut être une option aussi à laquelle réfléchir du moins. Ok, selon notre sponsor Unibet.fr, Merab est favori à 1,28 contre 3,35 pour Sean O'Malley. On est donc proche du 75-25. Moi, je l'entends, je la comprends par rapport à plusieurs éléments, mais ça me semble légèrement sévère. Ouais, moi je l'entends aussi. Hein. J'aurais pu voir un 80-20 aussi, tu vois. On reste quand même sur une opposition de style où l'histoire nous a quand même montré que le lutteur-grappleur avait plus de chances que le striker. Enfin voilà, on va tous regarder ce combat parce que on espère un KO sorti de l'espace comme il a pu le faire contre Sterling, tu vois. Ah ouais. Mais voilà, tu mets Sterling, Sean O'Malley à l'entraînement tous les jours. Je pense que Sean O'Malley, il arrête le MMA, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc c'est pour ça, ouais, je comprends. Moi clairement, je suis capable de voir. Et je l'ai dit au début, hein, je pense que Sean O'Malley, au fur et à mesure, il va être capable de prendre des combats à la décision. Je suis capable d'imaginer une victoire, parce qu'on a vu sur le premier que c'était pas non plus si loin que ça, une victoire à la décision pour Sean O'Malley. Ça joue sur quelques détails, entre guillemets. Mais quand même, voilà. Ouais. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'il va encore y avoir des lumières qui vont le gêner, et une blessure. Donc ton prono, c'est Merab? Mon prono, c'est Merab. Je le vois à nouveau gagner à la décision. Mes préférences, c'est clairement un... par contre, l'UFC, ils vont faire chier. En gros, moi, j'aimerais bien une victoire de Sean O'Malley pour avoir un troisième combat, tu vois. Mais je pense pas que si Sean O'Malley l'emporte, il y aura un troisième combat. Je pense pas non plus. Mais par contre, ça me dérangerait pas si c'est Sean O'Malley contre Cory Sandhagen après pour la ceinture. Ah oui. Après, je pense qu'on pourra avoir ce combat victoire ou défaite, tu vois. Oui, bien sûr. On pourrait l'avoir victoire comme défaite. Maintenant, en tant que fan de Cory, je préfère que ce soit pour la ceinture. Voilà. Et mais c'est un combat que je veux absolument voir, quoi. Ouais. Et la deuxième préférence, je l'ai un petit peu dit sur le game plan, mais un Dvalishvili qui termine, ça me plairait beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé des adaptations de Sean O'Malley et on en parle souvent moins vis-à-vis du vainqueur. On se dit il va refaire la même chose, mais j'aimerais quand même le voir prendre ce combat-là très sérieusement et tellement sérieusement qu'il roule comme on pourrait s'attendre sur Sean O'Malley et il l'étrangle tout simplement. Je suis aligné. J'aime bien cette surprise qu'on pourrait avoir dans Dvalishvili qui termine le combat et une victoire de O'Malley, ça me dérangerait pas parce que les options qui suivent avec un O'Malley de nouveau champion, elles sont très plaisantes. Ok, comme d'habitude, on va parler du reste de la carte. Quel est ton top 5 en termes d'intérêt sur l'UFC 316? On va commencer par la question classique. Où situes-tu le main event? Non, en premier. Ça, c'est ton premier. Moi aussi. Oui. Okay. Ouais, si on a un doute, je vais me lever, je vais regarder ce combat-là. Où je serais peut-être déjà réveillé. Mais tu seras à mon avis déjà réveillé. Ouais, ça, c'est le genre de truc que tu regarderas en live. Ok, moi je préviens, ma liste, elle est très hipster. Hein. Les gens vont dire, ouais, il veut trop faire le connaisseur et tout. Donc, quel est ton numéro 2? Quel est le combat ou le combattant qui t'intéresse le plus l'arrivée de Patchy Mix. On est aligné. Alors moi, c'est un peu à double tranchant. Donc, l'arrivée de Patchy Mix m'intéresse énormément, mais j'aime bien aussi l'opposition avec Bautista parce que Bautista, malheureusement, c'est le narratif, tu vois. On oublie que c'est un solide combattant à cause de sa controverse contre José Aldo. Mais avant ce combat contre José Aldo, il était en train de monter dans le classement avec des belles prestations, des belles performances. Donc j'aime bien ce combat. Au-delà de l'arrivée de Patchy Mix, je suis intéressé aussi par le combat et l'opposition avec Bautista. Ouais. Je pense que ça va être très très bon. Et oui. Et puis alors, Patchy Mix est légèrement favori en plus sur ce combat-là. J'ai vu, ouais, exact. Et c'est un remplacement, hein.
Il devait combattre Marlon Vera, hein. C'est ça, C'est ça, hein. tout à fait. Bautista qu'on verra normalement. Mm. En fait, je suis en train de faire dans l'autre ordre que d'habitude. Normalement, on met un peu de suspense sur qu'est-ce qu'ils vont préférer. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Ton numéro 3, c'est quoi? Alors, je vais relire le nom parce que sinon je vais pas réussir à le dire correctement. Attends, où est-ce qu'il est? Murzakanov. Azamat Murzakanov contre Branson Ribeiro. Alors là, c'est vraiment pour le combattant que ça m'intéresse de regarder. Ok, C'est pas ton sport. j'aime bien que tu le cites parce qu'il n'est pas dans mon top 5, donc je suis content que tu l'aies cité. Moi, mon numéro 3, c'est Joshua Van. Pour moi, il devrait continuer Ah son oui. ascension. Bruno Silva, c'est un très très bon morceau, mais je pense que Joshua Van va faire une grosse prestation et il est chouette à regarder. Donc, on est de nouveau dans l'ascension des flyweights dont on parle depuis un petit temps sur la chaîne. Et Van fait partie vraiment de ces combattants qui, selon moi, ont un beau potentiel et en plus, ils offrent des chouettes combats. Pour ceux qui aiment bien les combattants qui Mm. envoient beaucoup de body shots, si vous n'avez pas Alors, encore vu Joshua Van, allez vous faire plaisir en regardant ses précédents combats et ayez un œil sur lui ce week-end. pour que tu saches, mon top 3 à la base c'était Joshua Van, puis j'ai barré et après j'ai mis Murzakanov. Ah, bah voilà. Ok. Et donc tu l'as mis en 4? Non, je l'ai pas mis, au final. Ah, t'as pas fait un top 5, t'as fait un top Non, 3. non, non. Si, j'ai fait un top 5, mais Ok, ok. non, au final, je me suis dit, non, bah attends, enfin voilà, je l'ai pas mis. Ok. Je l'ai oublié C'est peut-être. Mais ton sachez que 4? Ouais. mon 4, c'est, bah, tu parlais de hipster ou tout comme ça, c'est Joe Pyfer qui m'intéresse. Ok. Gastelum, Joe Pyfer. Le combat où c'est vraiment Attends, Pfeiffer, il a gagné depuis son revers ou c'est son retour là? J'ai- Non, il a gagné, si je dis pas de bêtises, hein. Il a eu une victoire depuis. Euh, Ouais, contre Barrio, c'est ça, ouais, il me semblait bien. Ok, donc il a déjà rebondi et puis celui qui n'aime pas le Mexique peut enfin combattre Gastelum dans un pays qui n'est pas le Mexique. Je suis pas au courant de cette histoire-là. Ah, bah en gros, il y a eu. Le combat était prévu contre Kelvin Gastelum à Mexico. Ouais. Et Pfeiffer a dû annuler le combat, je pense, pour indigestion, un truc comme ça. Ouais. Alors prenez l'info avec des pincettes, quoi. Et il a remis ça sur le pays, tu vois. Et il a, Genre, il a mangé la un truc manière là-bas. dont il a exprimé ça, ça faisait un peu. Ouais, j'aime pas les autres pays, quoi. On va dire ça Ouais, comme ouais. ça. Non, bah écoute, ça reste. Bah, Joe Pyfer, c'est un combattant qui, voilà, qui dans la catégorie, je pense qu'il peut bien avancer, tu vois. Mhm. Kelvin Gastelum, bon bah, voilà, hein, ça devient compliqué. Je le trouve quand même généreux quand il vient combattre, tu vois. Je trouve, Ouais. voilà, ça reste un combattant que j'aime bien regarder combattre. Mais après, je t'avoue que le top 5, pour moi, la carte, elle est pas non plus, elle est sympathique, mais elle est pas ouf, quoi. Alors, en fait, ça ferait un très très bon fight night, tu vois. T'enlèves le main event, Ouais, ben, c'est un très beau fight night. voilà. À cause de entre guillemets, à cause de ce main event, c'est un pay-per-view et c'est pas un pay-per-view de ouf. Par contre, effectivement, quand je dis c'est un beau fight night, ben voilà, il y a des chouettes noms à suivre. Donc moi, j'ai pas mis Pfeiffer contre Kelvin Gastelum dans mon top 5 parce que voilà, Pfeiffer, son attitude, je suis pas méga fan et Kelvin Gastelum, j'ai une énorme frustration par rapport à lui parce que je pense que c'est un très très bon combattant. Je pense qu'il aurait pu faire de très très belles choses en welterweight. Mm. Et juste parce qu'il n'a pas cette capacité d'être un tout petit peu discipliné sur sa diète, bah, il se retrouve dans une catégorie de poids qui ne lui convient pas. Ouais, Et voilà, et par conséquent, l'opposition me. Voilà, je si comprends. Pfeiffer continue à monter, je vais peut-être garder mon œil sur lui, mais à l'heure actuelle, ça méritait pas sa place dans mon top 5. Donc moi, mon numéro 4, c'est Kang Wang. Je crois que je l'avais déjà cité dans un précédent podcast. Je l'ai à l'œil depuis ses débuts à l'UFC. Elle a déjà eu son revers dont elle avait potentiellement besoin à MMA. Bon, elle surdominait son combat, mais elle s'est fait surprendre. Et voilà, pour moi, elle fait partie des athlètes féminines que j'aime voir combattre. Et je pense qu'elle est partie pour son ascension vers le top 5 d'une division qui est très chouette. Donc, elle va se rapprocher des Manon Fiorot, des Alexa Grasso, des Natalia Mm. Silva. Et Kang Wang contre ces adversaires-là. Quand elle aura un tout petit peu plus d'expérience, disons 2 victoires, je pense qu'elle peut leur offrir des combats intéressants. Ok, chouette. Je connaissais pas, mais je vais regarder un petit peu ça aussi. Ouais, une petite ascension. Franchement, Numéro- ouais, regarde la combattre. Très chouette striking. Je pense que tu vas aimer. Et t'as un numéro 5? Ouais, j'ai un numéro 5. Vas-y. Ah, qui est en lien avec
avec l'UFC de la semaine dernière, en fait, tout simplement. Donc le combat qui va Ah oui, m'intéresser, c'est Medeiros contre ouais. Mark Schwinski. Donc Markel Medeiros qui devait affronter Oki. Et donc bah, on l'a analysé. J'ai pas envie de dire que j'ai regardé ces combats pour rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Donc c'est pour ça que je vais regarder parce que bah, au-delà du fait qu'il affrontait Oki Bolaji, ça reste un combat que j'ai trouvé assez fun quand même à regarder. Ouais. Et puis voilà. Et donc c'est un gars qui est dans. On a quand même pas mal de combattants dans les 70 kilos à suivre. Et je pense on pourrait le retrouver bientôt face à nos athlètes, tu vois. Ouais, bah écoute, j'aime bien que tu l'aies cité parce qu'effectivement, le fait qu'on l'ait analysé, on a une meilleure vue sur qui il est. Il est chouette à regarder combattre, donc il Ouais. mérite d'être dans la liste. Moi, mon numéro 5, c'est Kylan Salkid, juste pour sa célébration de sa dernière victoire. Alors, j'ai pas teasé ce que c'est. Le KO était ultra expéditif. Sa célébration m'a fait un tout petit peu rire. Je sais pas pourquoi. Il a une attitude qui donne un genre de prestance comme ça. Donc voilà, juste pour le fait que j'ai retenu sa célébration de sa dernière victoire, je le mets ici en numéro 5. Donc quand je disais que ma liste était un peu hipster. Ok, mais je connais pas du tout. Pourquoi? C'est Bah parce écoute, qu'il a une moustache que c'est hipster, c'est ça? non. Voilà, C'est vrai qu'il a une va bonne juste tête voir d'hipster, ouais. va juste voir sa victoire. En plus, c'est Ouais, j'ai 8-1 contre regardé ça. 8-1 ce combat. Bah voilà, c'était son seul combat à l'UFC, c'était ses débuts à l'UFC. Ça dure 19 secondes, mais bon voilà, il a marqué les esprits, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Il a marqué les esprits de cette manière, et donc c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre à partir de maintenant. Ok, ça va. Ouais, Bah voilà. Donc pour faire un résumé, UFC 316, bah, c'est un très bon fight night, vraiment un très solide fight night, avec un main event pour une ceinture. Donc ça s'est transformé en pay-per-view. C'est comme ça que Ouais, t'as raison. je vends le truc. Écoute, c'est la même chose. Et puis, bah, on le sait bien, hein, sur les UFC Fight Night, la plupart du temps, bah, on n'attend pas grand-chose et ça délivre quand même bien. Donc ça reste, je pense que ça risque d'être sympa quand même. Ouais. Ouais. En plus, bah, il y a aussi Waldo Cortés Acosta. Ouais, Là, je pense que c'est un poids lourd que tu avais mis dans une de tes listes il y a pas longtemps où tu avais effectivement. souligné sa prestation. Il est sur une série de victoires là. Donc voilà, il Ouais, y a des mentions exactement. honorables en dehors de notre top 5. Ouais. J'ai failli le mettre contre Sergei Spivak. Ouais. Ouais. Et puis, bah, il avait. Ouais, non, celui-là, Luque je contre le suis. Holland, ça va être fun aussi en fait. Hein. Tu dis quoi? Luque contre Holland, Ouais, ça aussi, va être c'est fun. mention honorable. Je voulais le mettre, et puis après, je me suis dit, non, on va mettre en lumière d'autres combattants, parce que sinon. Hmm. En regardant la carte, je me rends compte que j'ai dit que c'était genre un fight night avec un main event pour la ceinture, et donc c'est pour ça que Il y c'est a deux un ceintures. pay-per-view, mais il y a deux ceintures, j'avais complètement oublié. Sorry les amis. Ah, c'est Euh, chaud. ah, bon, nous en voulez pas, hein, mais voilà, c'est une catégorie où elles sont très très nombreuses. Je crois que la cote, elle est à combien? 90? Ah, sérieux? Ouais, je suis même pas allé voir la cote, mais après, voilà, il y a une intrigue dans le sens où, bon, Harrison, c'est peut-être une Un nana 12. qui va un peu relancer le MMA féminin, donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Et Juliana Pena, c'est un peu la Pourquoi meuf qui a eu pas pourquoi elle mal relancerait, de... pourquoi elle relancerait le MMA féminin? Oh, parce qu'elle elle finalise ses adversaires. Ah, mais non, elle a même pas fini son dernier, en fait. Bah, elle a une petite Tu me dis, exposition médiatique, voilà. ouais, tu me dis Ditcheva qui relance le MMA féminin quand elle a Ouais, signé ok. l'UFC, pourquoi pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas juste. Après, voilà, pour l'intrigue, Juliana Pena, elle avait battu Amanda Nunes alors qu'elle était plus 700, underdog. Et elle a battu Katzin Ngannou. Ah non, elle était juste slide underdog. Ah, je pensais qu'elle avait plus de grosses surprises que ça dans sa carrière. Ouais, écoute, ça c'est vrai que. Ouais. Moi, en tout cas, sur ce combat-là, hein, je vais être honnête, moi, j'espère que Juliana Pena va nous surprendre, qu'elle Ouais. l'emporte. Moi, c'est un combat, enfin voilà, sur Kayla Harrison, j'ai vraiment pas du tout l'intérêt de regarder, enfin, l'intention de regarder le combat. Et voilà. Non, mais en fait, ouais, c'est une division, effectivement. Il y a pas, il y a plus, depuis le départ d'Amanda Nunes, il y a plus, il y a pas de profondeur, il y a pas de gros talent, il y a pas de combattant chouette à regarder en termes de style. Donc, voilà,
C'est notre réalité. Désolé pour ceux qui veulent qu'on mette le MMA féminin en avant. Je l'ai fait via Kong Wang. Donc, c'est pas une question de homme-femme, c'est vraiment une question de, effectivement, moi, ce combat, il pourrait avoir une grosse surprise, mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus sur la carte du tout, quoi. Ouais, clairement. Ok, Brian, un tout grand merci, les amis. Merci d'avoir suivi jusque maintenant. Pensez à vous abonner et à très vite. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.